Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur cette rubrique du Grand Soir. L'invité, comme tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec monsieur Irénée Agossa. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Irénée Agossa, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, manager qualiticien. Merci de répondre à notre invitation tous les vendredis soirs. C'est toujours un plaisir. Très bien. Alors, ce jeudi 5 décembre, 2024, le Parlement béninois a voté le budget de l'État exercice 2025. Plus de 3600 milliards de francs CFA pour faire fonctionner le pays en 2025. On en parle avec vous, M. Irénée Agossa. Alors, dites-nous, quand on parle de budget de l'État, beaucoup s'interrogent par rapport à sa signification. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y comprendre d'abord? C'est tout à fait simple. Le budget, c'est les recettes et les dépenses. Et ça doit s'équilibrer. C'est comme dans votre foyer. À la fin du mois, vous faites le point de vos recettes et de vos dépenses. Et si vous débordez dans les dépenses, vous aurez des dettes. Et si vous n'équilibrez pas votre budget, vous êtes en déficit. Donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la nation. Donc, il y a les recettes et il y a les différentes rubriques de la recette. Donc, ce que la production nous permet d'avoir, c'est-à-dire au niveau de la vente, ce que nous vendons dans le pays, etc. Et ce que nous prélevons au niveau des taxes et autres, qui nous permet d'avoir une recette. Et ça nous donne une cagnotte. Il y a l'aide maintenant en ce qui concerne nos partenaires et qui nous apportent l'aide pour soutenir notre budget. Donc, il y a ça. Et cet ensemble constitue les recettes. Maintenant, on établit les grands axes des dépenses. Et cela permet, au niveau du Parlement, après un projet de loi présenté par le gouvernement, donc Parlement, de voir secteur par secteur comment les recettes ont été dispatchées pour que les dépenses s'effectuent de manière à ce qu'il y ait l'équilibre. Donc, c'est l'exercice-là qui se déroule au niveau du Parlement. Donc, c'est très important pour le développement du pays. Et pour tout gouvernement, ce n'est pas pour rien que dans un pays comme la France aujourd'hui, et pour le fait qu'on n'ait pas voté le budget, ça a fait tomber le gouvernement. Ça, c'est capital. Donc, ici, c'est pas encore entré dans nos habitudes pour que le peuple intègre totalement son action dans le développement en ce qui concerne sa vision sur le budget. Il doit suivre le budget. Le peuple doit suivre le budget, ce qui ne se fait pas encore. Et cela est corrigé aujourd'hui et sera encore plus corrigé avec la réforme du système partisan. Parce que les 20% qu'on nous demande nous obligent à aller parler dans les détails de ce budget aux populations, en ce qui concerne ce que les populations vivent comme problème, ce que les populations ont comme besoin. Donc, c'est ça. Parce que dans un foyer, quand vous élaborez votre budget, c'est par rapport à vos besoins du foyer. Donc, c'est important. Donc, le budget s'élabore à partir des besoins des populations. Donc, le budget est un instrument politique important, puisque c'est tout ce que vous devez faire dans le pays du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Donc, et si rien n'est prévu dedans, ça ne serait pas fait. À moins que vous repartez encore au Parlement pour préciser ça et qu'il y ait une nouvelle loi qui soit votée pour vous permettre d'effectuer les dépenses. Donc, c'est un point capital en ce qui concerne le processus de développement d'un pays. Donc, tous les partis politiques représentés au Parlement, que ce soit ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, comme nous, et ceux qui sont contre, bien sûr, la vision du gouvernement, ceux-là doivent participer à l'étude de cette loi et voter convenablement cette loi pour permettre à ce que les populations retrouvent la satisfaction de leurs besoins. Donc, le budget est un instrument capital et politique. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, si quelqu'un vous dit qu'il est contre un budget, il faut qu'il dise
à quel point il n'est pas pour ou contre un budget. Très bien, nous aurons le temps d'en parler, M. Reniagosa. Mais l'autre question, vous avez parlé de l'équilibre entre les recettes et les dépenses, ce qui suppose que les régies pour faire rentrer de l'argent sont étudiées et bien peaufinées. Bien peaufinées à travers un projet que le gouvernement dépose secteur par secteur au Parlement. Et secteur par secteur, c'est étudié en commission. Donc c'est pourquoi vous avez le balai des présidents, l'institution, les ministres, etc., qui viennent exposer leurs besoins. Et les besoins sont liés aux exigences des populations. Si vous prenez n'importe quel ministère, c'est lié aux besoins des populations. Si vous prenez par exemple la RAC, une institution qui gère bien sûr les médias, c'est par rapport, par exemple, la RAC présente un budget qui est conforme aux besoins des médias, et, obligatoirement. Et les membres des médias, ceux qui sont au sein des médias, sont des citoyens béninois, donc qui expriment des besoins. Donc ces besoins doivent être récapitulés et chiffrés dans un budget et qui doit être présenté au niveau du ministère des Finances d'abord, pour que cela soit, il y ait l'arbitrage, et ensuite les cadrages, et qui ira au Parlement. Et les députés écoutent pour pouvoir apporter des amendements. À chaque niveau, ils doivent apporter les amendements. Mais quelle lecture faites-vous du présent budget voté jeudi 5 décembre dernier? Ce budget est un budget d'abord où il faut dire qu'il y a une croissance, une augmentation de 11% environ par rapport au budget de l'année passée. Et c'est un budget qui, du point de vue social, a mis l'accent sur l'éducation. Vous avez sur la protection sociale, en ce qui concerne les aides sociales, le microcrédit, l'assurance maladie, et qui a mis l'accent aussi sur l'éducation et sur la santé. Donc, et qui fait que, en gros, quand vous prenez tout ce qui concerne ces dépenses, c'est au niveau de 42% environ du budget. Donc, près de la moitié du budget est consacré, bien sûr, au social. Un budget hautement social, là, une fois encore? Que vous dites hautement social ou pas, c'est vraiment social parce qu'ils ont mis l'accent sur le social. Donc, ce qui permet de résoudre certains problèmes des populations. Je vous donne simplement un cas pratique. D'accord. Je pense souvent de ce que vous appelez le pâté. C'est une bonne dame et qui a dans son organisation, vous avez 3 générations. Donc, il y a la mémé, la grand-mère, 70 ans environ. Il y a l'enfant de la grand-mère, avec, disons, la quarantaine ou bien un peu moins de 50 ans. Et il y a le petit-fils, une petite fille de la grand-mère, qui se retrouve en classe de CME, je crois. Donc, vous avez 3 générations. Et qui, en fait, vivent de cette activité de pâté. De ce qu'on appelle pâté, qu'on prépare avec le blé, etc. Donc, je vous dis, cette activité permet d'entretenir ce petit groupe, la grand-mère, sa fille et sa petite-fille, donc soutient sa petite-fille pour la scolarité. Alors, je viens un jour, je ne vois plus leur petit atelier là. Donc tout le monde disparaît. L'activité a disparu? Bon, non, je ne les ai plus vus. Bon. Alors, je me suis intéressé à eux. J'ai dit, écoutez, où se trouve, qu'est-ce qui se passe ici? On m'a dit, non, ils viennent travailler ici, ils ont été chez eux parce que la grand-mère est malade, elle est tombée malade. Une semaine après, donc ils sont revenus, j'ai vu la fille, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux payer, mais la qualité de pâté que moi je paye n'est pas alors fabriquée. Donc, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bon, mémé est malade, bon, donc nous avons dépensé. Donc, il y a une réduction du capital, ce qui fait qu'ils n'ont pas tous les moyens pour pouvoir reprendre l'activité. C'est ça. Voilà un cas pratique. Donc, ça veut dire que ces Béninois-là, qui sont nombreux un peu partout, vivent au jour le jour. Et nous devons prendre en compte cela dans le budget. C'est ça le social, c'est un cas pratique. Donc, la grand-mère est tombée malade, ils ont pris dans le capital, elles ont pris dans le capital pour soigner la grand-mère qui n'est pas encore totalement guérie. Donc, la fille est obligée, la petite fille est obligée de sécher les cours pour pouvoir aider sa maman et finaliser
ce qu'elles font pour que les recettes puissent augmenter. Les recettes de cette activité puissent augmenter. On doit tenir compte de cela. C'est ça qu'on appelle le social des plus pauvres. C'est ça que le gouvernement a fait. Donc, cette grand-mère, elle a besoin d'une couverture sociale. Il faut qu'on lui apporte des aides directes à travers le projet H. Le projet H permet à ce que cette grand-mère soit prise en compte avec l'aménagement, l'équipement et la construction des hôpitaux proches pour lui faciliter l'accès aux soins. Et elle doit être prise en charge parce que son activité ne lui permet pas de se prendre en charge totalement. Or, c'est cette activité qui non seulement couvre elle, sa fille et sa petite fille. Et si nous ne faisons pas ça, nous risquons d'avoir cette petite fille qui serait déscolarisée. Alors, ceci a été pris en compte déjà. Il faut apporter un soutien à la grand-mère. Et il faut apporter ce soutien encore à la fille qui a eu l'activité. Il faut renforcer son capital et lui permettre d'être plus professionnel et d'avoir accès à des prêts. Et ici, c'est les microcrédits. Microcrédit à la FIA. Microcrédit à la FIA qui aujourd'hui, avec cette activité, dès qu'elle est repérée, on peut augmenter le crédit à son niveau pour qu'elle se professionnalise plus et qu'elle soit suivie et qu'elle ait les moyens d'augmenter le capital et que l'activité puisse marcher. Et ceci, dans tous les domaines avec elle. Donc, voilà, cela a été pris en compte dans ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Il ne faut pas que la petite fille là, soit déscolarisée et qu'elle soit vendeuse de pâté aussi. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire en sorte que celle-là soit prise en compte à l'école. Donc, en ce qui concerne les cantines, il ne faut pas qu'elles soient encore à la charge des parents pour alourdir les dépenses. Les cantines sont là, qui seront généralisées. Mieux, les kits de scolaires accompagnent cette petite pour qu'elle n'ait pas de difficultés en ce qui concerne les ouvrages et autres. Mieux, il faut que cette petite ait un peu de sous en ce qui concerne le petit déjeuner pour s'en sortir. Aujourd'hui, c'est entre 12 000 et 14 000 que les enfants là ont. Et c'est ça qui a été pris en compte dans le budget. Et c'est ça que vous devez voir. Donc, et cette petite fille, si elle ne tient pas le coup en ce qui concerne les enseignements, il y a les cours qu'on a prévus maintenant avec des agents qui doivent pouvoir, les enseignants qui doivent... Des cours de renforcement. Des cours de renforcement pour qu'elle ne lâche pas, pour être attirée par l'activité de sa mère et qui va la déscolariser. Donc, il faut aller loin. Il faut que cette petite ait un cadre. Donc, il faut avoir les écoles, il faut avoir les enseignants. Ces enseignants, donc, il faut les recruter. D'où les 30 et quelques mille AME qui sont prévus dans le budget. Ça, 3 générations ont été prises en compte dans l'élaboration de ce budget pour résoudre des problèmes. Très bien. Et ça, c'est du concret. C'est du concret. Et quand vous faites le point de ça, si vous prenez le point de ces dépenses, vous êtes pratiquement à 29% du budget. Mais quand vous accompagnez l'appui en ce qui concerne l'énergie, les infrastructures et autres, et vous soustrayez, vous vous retrouvez effectivement dans la 42%. Donc, c'est évident et c'est clair. C'est évident et c'est clair en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est détaillé dans le budget. Si vous avez des amendements, ceux qui ne sont pas d'accord, alors vous dites, au niveau des recettes, nous ne sommes pas d'accord qu'on fasse des prélèvements ici, et vous le dites. Et ça, c'est la discussion. Parce que vous ne pouvez pas faire des amendements au niveau des dépenses sans aller vers les recettes. Donc, vous tenez et vous équilibrez. En ce qui concerne ce que nous sommes en train de dire, ce que je vous ai dit là, l'opposition a fait quel amendement par rapport à ces 3 générations? En fait, c'est là l'autre question que je m'en vais vous poser, M. René Agossa. Mais qu'est-ce qui justifie le rejet du budget par l'opposition à l'Assemblée nationale? Ce que je vous ai dit a été préparé par les tournées gouvernementales associées avec les partis, tout ce qui a été fait pour aller constater les faits. Ceci, on ne peut pas rester au bureau
et avoir toutes ces idées. Donc, il faut aller en contact avec les populations pour comprendre ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et pourtant, ils sont en contact avec les populations. C'est ce qui a été préparé, ça. Oui. Et ça, le gouvernement et les partis qui soutiennent le gouvernement ont une vision. Une vision qui a été planifiée et qui a été mise en place à travers un programme d'action et qui est chiffré à travers des actions, à travers le budget. Mais il faut que les autres fassent de même. C'est qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de programme d'action. Mais ils sont et quand ils n'ont pas de programme d'action, ils n'ont pas de... Comment voulez-vous qu'ils aillent chiffrer ça? Ils n'ont pas chiffré. Donc le budget, ça ne veut rien dire pour eux. Ils n'ont aucun respect pour leurs élus. Pour leurs électeurs plutôt. Oui. Ils n'ont aucun respect pour leurs électeurs. Parce qu'il faut qu'ils débattent du budget pour satisfaire tout au moins leurs électeurs. Pour dire, voici ce que vous avez comme problème, mais voilà comment nous allons faire les recettes. Et voilà comment nous allons faire les dépenses pour régler tel problème à votre niveau. Parce qu'ici, nous n'avons pas parlé du loisir. Nous n'avons pas parlé du loisir. Et donc, tout ça a été pris en compte. Et si le sport, où nous sommes qualifiés aujourd'hui pour la Coupe d'Afrique, etc., tout a été pris en compte. La sécurité, tout a été pris en compte dedans. Hein? Et cet enfant dont je vous parle, la petite, quand elle va finir sa formation, il faut qu'elle trouve de l'emploi. Si elle va trouver de l'emploi, il faut qu'il y ait de l'investissement. Il faut qu'il y ait de l'investissement. Il faut qu'on crée des cadres pour que les investisseurs viennent. Tout a été conçu et dans une logique. Donc, c'est une réforme structurelle. Et ces grandes réformes ont été mises en place. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque les autres n'ont pas de vision, n'ont pas de programme d'action. Bon, je dirais qu'ils ont une vision. Et qu'ils ont un programme d'action parce qu'ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ils ont une vision qui s'appelle Yahi Boni. Ils ont un programme d'action qui s'appelle Yahi Boni. Ils ont un budget qui s'appelle Yahi Boni. Donc, en fait, si vous êtes dans ce cadre... C'est vous qui le dites, mais ils n'ont jamais dit. C'est ce que je constate. C'est ce que je constate. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont qu'à dire, s'ils ont rejeté le budget, si ce n'est pas sur les instructions d'un maître qui est tout pour eux, alors ils n'ont qu'à dire quels sont les amendements qui n'ont pas été pris en compte par le gouvernement et qui les obligent à voter contre un budget. Et qui disent que ces amendements étaient prévus dans le cadre de la résolution de tel besoin de nos électeurs. Tout au moins. Parce que quand le budget serait voté, et comme le budget est voté maintenant... Ils les ont énumérés dans une déclaration face à l'Assemblée. Ils ont fait une réquisition. Dans lequel ils disent ne pas se retrouver. Ils ont fait une réquisition. Vous avez vu les amendements et les projets, les propositions en ce qui concerne les recettes et les dépenses dans chaque secteur, dans les secteurs qui touchent leurs électeurs. Non, moi je ne l'ai pas vu. Sinon, appelez-les pour qu'on en fasse le débat. Et c'est pourquoi ils ont peur des 20%. Tout est lié. Ils ont peur des 20% qui ont été exigés dans le code. Parce que pour aujourd'hui avoir les 20%, vous êtes obligés d'aller détailler ce budget auprès des populations pour leur dire, voici ce qui a été prévu pour vous dans le cadre de la résolution de vos problèmes. Sinon, vous n'aurez pas. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont dit, leur réquisition là, comme si c'était un tribunal, ils ont fait une réquisition contre le gouvernement, etc. Mais ils n'ont qu'à aller dire ça aux populations. Face à leurs problèmes, les populations ne vont pas voter pour eux. C'est pourquoi on a mis les 20%. Il faut être exigeant pour que chacun aille vers les populations et pour qu'on explique l'importance du budget par rapport à leur vie et que les populations s'engagent dans la mise en œuvre de ce budget. C'est ça ce qui importe aujourd'hui. Et vous allez voir, si nous réussissons, comme nous avons réussi ça en 2026, le débat va changer. Tous les partis, comme nous l'avons fait, seront obligés d'aller à la base pour écouter. Et vous ne verrez plus une opposition qui systématiquement doit voter contre, systématiquement doit... Non, vous n'allez plus voir ça. Ils vont parler des budgets. Vous en êtes certains? Certains. Parce que là, on se reproche des élections en général. Oui, mais dans très peu de temps, on ira sur le terrain. Ils seront coincés parce que nous allons justifier, comme je vous ai dit, les dépenses de l'État. Donc, cette loi est déjà votée. Et quand elle est votée, c'est pour tout le monde. C'est nous, aujourd'hui, qui respectons les Béninois. Nous respectons les couches les plus défavorisées. Nous respectons les jeunes. Nous respectons nos électeurs en leur faisant des propositions.
Depuis 3 ans qu'ils sont là, depuis qu'ils sont là, ils ont fait voter les budgets. Dites-nous les amendements sur lesquels ils ont mis l'accent depuis, dans le cadre de la résolution des problèmes des populations. Dites-leur, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont comme proposition, c'est de voter contre. C'est de voter contre. Donc, cette fois-ci, je pense que les exigences du code, les exigences de la réforme du système partisan, vont les obliger à pouvoir changer. Et donc tout est lié, et le code, etc. Tout est lié. Tout est lié, même la loi des finances, tout est lié. Tout est lié. Donc, chacun doit avoir sa vision. Chacun doit avoir sa vision. Et ce qui les gêne, comme vous voyez aujourd'hui, c'est ça. Donc, ils n'ont qu'à faire sortir les amendements. Moi, j'ai parlé avec des chiffres. Et en prenant un cas pratique, pour vous dire, voici ce que le gouvernement est en train de faire et ce que nous sommes en train de soutenir. Donc, ça, c'est ce qui va se faire dans l'immédiat. Très bien. À moyen terme, nous allons projeter ce que nous allons faire pour continuer dans ce sens. Ça, c'est le programme de notre parti. Puisque dit ce qui va être fait encore à la suite. Et ce qui serait projeté pour que cette petite fille, quand elle va sortir, elle puisse trouver l'emploi et qu'elle ne soit pas obligée de faire comme sa maman. Et qu'est-ce qui va se passer pour que la maman ne soit pas obligée d'utiliser encore le blé européen pour produire quelque chose, pour vendre. Nous devons transformer nos produits ici pour que cette maman achète chez les producteurs de chez nous et transforme ça en quelque chose pour vendre. Et l'argent circule. Et ceux qui ont produit, que nous ayons les infrastructures routières permettant à ces derniers d'avoir assez facile au marché pour circuler, pour faire circuler leurs produits et vendre. Et mieux, qu'ils aient dans leur secteur les unités de production et simple en ce qui concerne l'énergie, pour que l'énergie les aide à pouvoir transformer simplement ces trucs-là. Donc, nous avons toute une chaîne. Donc, et ça, c'est dans la cohérence des idées et du programme d'action lié à notre vision progressiste. Donc, c'est ça le problème. Eux, ils ont quoi? Dites-nous. Ils ont quoi? Ils ont le refus systématique. Et cela n'est plus du tout en adéquation avec ce que nous sommes en train de projeter pour ce pays. Donc, ce qui est clair, en gros, oui. Vous devez comprendre aujourd'hui qu'à travers ce budget, pourquoi les gens sont en train de refuser les 20%. Ce n'est pas parce que les 20% sont exclusives que c'est une loi exclusive, chrysogène, non. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'adapter aux exigences des 20%. Les 20% obligent chacun à pouvoir être plus proche des populations, à faire du budget l'élément fondamental. Le budget serait l'élément de campagne jusqu'en 2025. Très bien. Jusqu'en 2025-26, nous allons parler que de ce budget. Et quand ils viendront sur les plateaux, on ne va plus parler des trucs qui ne rapportent rien. Non, nous allons dire dans tel secteur, voici ce que nous faisons. Et vous proposez quoi? Et vous voulez trouver l'argent où? Et comment vous voulez projeter pour que cette petite fille s'en sorte, et que cette mémé s'en sorte, et que sa fille s'en sorte? C'est des cas pratiques pour que les gens s'en sortent. Et ça, j'ai parlé juste d'une activité. Je n'ai pas parlé de l'artisanat. Tout ce qui se passe avec les couturières, les coiffeuses, etc. L'artisanat qui apporte un gros lot en ce qui concerne les recettes dans notre pays. Parce qu'en ce qui concerne la consommation. Donc, je ne suis pas encore allé dans la production, etc. Mais en ce qui concerne le primaire, le secondaire et le tertiaire, nous sommes en train de mettre en place vraiment un aspect important du développement de notre pays. Nous sommes en train de mettre les bases. Et c'est important pour notre pays. Vous avez vu que les budgets ont été discutés ainsi durant des temps, etc. Et ce qui est capital aujourd'hui, c'est que nous ne partons plus depuis 3 ans sur des ordonnances. Très bien. Nous partons sur la base des budgets votés par le Parlement, suite à une stabilité politique. Issue, bien sûr, de la réforme du système partisan. Très bien. Souvenez-vous que Yahi Boni, avec son gouvernement, vous vous rappelez de combien de fois il a utilisé les ordonnances. Bien sûr. Donc, je me souviens, ça de l'article 109 de l'ancienne constitution, etc. Donc, à chaque instant, ce qui ne rassure pas les investisseurs, ce qui ne rassurait pas plutôt les investisseurs, et qui ne rassure pas du tout les producteurs, parce qu'on n'avait pas des indicateurs clairs en ce qui concerne les recettes et les dépenses. Ce n'est pas voté par les députés. Aujourd'hui, tout est voté par les députés clairement. Et c'est clair que
cette stabilité va nous permettre d'évoluer. Je dirais en 30 secondes, quel message avez-vous à passer aux téléspectateurs par rapport à ce budget qui est voté? Parce que ça continue de faire couler beaucoup d'encre de ça. Ah non, c'est clair que les populations n'ont qu'à se rapprocher des structures compétentes en ce qui concerne la mise en œuvre de ce budget. Et pour que, comme je vous ai dit, que les cas les plus extrêmes soient pris en compte. Donc, les agents communautaires seront pris dans tous les domaines recensés et seront recrutés et payés. C'est dans le budget. Les infrastructures seront mises en place, etc. Et les populations n'ont qu'à se rassurer que tout a été fait dans le cadre de leur mieux-être. De leur mieux-être. Et qu'ils posent la question à ceux qui veulent dénigrer ce budget. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous voulez faire pour nous en ce qui concerne le budget? Il faut que désormais, elle se base désormais sur le budget. Très bien. Pour poser des questions et faire en sorte que nous ne soyons plus dans le dilatoire. Donc, nous demandons à l'opposition, s'ils veulent faire le travail, ils n'ont qu'à énumérer les amendements pour lesquels ils n'ont pas voté ce budget. Donc, ces amendements, ils n'ont qu'à dire, parce que nous savons que c'est plus d'une quarantaine d'amendements et que le gouvernement a pris en compte 40 amendements. Et je suppose, si j'ai les bonnes informations, il n'y a que 4 amendements qui sont en étude. Donc, en principe, ils devaient voter pour. Mais voilà, puisqu'ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucune vision, ils n'ont pas de budget à leur niveau, et ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire, et cela doit être puni par les populations. Ils n'ont aucun respect pour leurs électeurs. Merci à vous, M. Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Renouveau. Vous êtes également manager qualiticien. C'est avec vous que nous avons rendez-vous tous les vendredis sur Le Grand Soir, la rubrique L'invité. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Soir se poursuit. Bon.